Bonjour à tous, heureux de vous retrouver après ce délai un peu plus long. Si je suis assis aujourd'hui, c'est d'une part pour des raisons physiques, idem au délai un peu plus long, mais surtout parce que j'ai choisi de vous raconter une histoire. Une histoire pas très drôle, une histoire que je ne raconterai pas à mon petit-fils à la place du petit prince pour l'endormir. Et pourtant, cette histoire, c'est la nôtre. Une histoire vraie, mais aussi une utopie, une manipulation, un mensonge qui date de 1831, celle de la démocratie. Non, ce n'est vraiment pas une histoire à raconter à nos petits-enfants, et pourtant c'est celle que nous allons leur laisser, et qu'ils seront bien plus à même que nous, que notre génération, à gérer, s'ils lisent notamment ou apprennent intuitivement une autre référence, la psychologie des foules. Toujours ma référence, mais avec ça, vous faites le tour de bien des problèmes. Donc, c'est l'histoire où les méchants prennent le pouvoir par le contrôle de la population mondiale, certes avec les vaccins, les biomarqueurs, que tout le monde va s'arracher à prix d'or, avec les big data, la reconnaissance faciale, les écoutes généralisées, les lois d'exception qui passent comme une lettre à la poste, mais surtout avec les bonnes vieilles méthodes, par l'inculture entretenue en nivelant par le bas, par des jeux, des aides sociales, du sucre, du sel, du gras et du coca. Et avec ça, vous avez fait le tour. Dans cette histoire, il n'y a pas de secret caché, pas de manigance. Tout est exposé en plein jour, à la vue de tous, car c'est quand même le meilleur endroit pour cacher ce qu'il y a de plus secret. Et donc, pour résumer, c'est la victoire du meilleur des mondes d'Huxley, écrit en 1932, sur 1984 de George Orwell, écrit lui en 1948, ce dernier ayant imaginé imposer la dictature. Alors que le premier est beaucoup plus fin, pensait que la dictature parfaite, je cite, est une dictature qui aurait les apparences de la démocratie, jusque-là rien à redire, une prison sans mur dont les prisonniers ne songeraient pas à s'évader, un système d'esclavage où, grâce à la consommation et au divertissement, les esclaves auraient l'amour de leur servitude. Ça vous rappelle rien? Ça vous parle, ça? Pour la définition de la démocratie, ou l'ersatz de démocratie que l'on nous vend depuis 1831, la démonstration prendra la forme d'un bonus à la fin de cette vidéo par un extrait d'une vidéo de Gabriel Rabhi, le fils de Pierre Rabhi. Le thème de ce jour, donc, c'est l'instauration des mesures totalitaires sous la couverture d'une situation de crise, qu'elle soit sanitaire ou sécuritaire. Mesures, bien entendu, qui, comme les taxes, qui vont souvent avec, sont exceptionnelles, provisoires, mais dont une bonne partie finissent par être intégrées dans le droit commun ou qui deviennent définitives. Donc nous allons entrer dans le vif du sujet en commençant par le programme de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, sur les biomarqueurs inclus dans les vaccins. On avait déjà évoqué le sujet, mais j'y reviens parce que c'est la base de quelque chose de plus large. Donc opération portée principalement par la version Mister Mécène de l'oligarque Bill Gates, on reviendra dessus, et ce par le biais d'un extrait vidéo du docteur Thierry Charrier qui l'a titré « Pandémie de Covid, une chance pour notre évolution ». Effectivement, on peut y voir une chance, mais on peut y voir également une opportunité pour imposer plus d'autoritarisme et de contrôle, donc de pouvoir au final. Je vous laisse avec Thierry Charrier avant de revenir avec vous. Alors là, dans les vaccinations, il n'est pas du tout de mon propos de dire si on va se faire vacciner ou pas, ça c'est un choix personnel. On dit oui, j'y vais, non, j'y vais pas. C'est pas du tout ça mon registre. Mon registre n'est pas du tout de dire que c'est bien ou que c'est mal. C'est le choix de chacun. C'est le choix de chacun. Mais là aussi, pas de fake news. C'est des choses authentiques que vous pouvez retrouver. J'ai passé 2 ou 3 nuits sur Internet. Vous allez voir des choses absolument sidérantes. Alors là, je suis obligé de lire ce qu'a dit dans un premier temps Bill Gates. Bill Gates, le grand Manitou de Microsoft, etc. Il dit, je le cite, « À terme, nous allons disposer de certificats numériques indiquant qui est rétabli, qui a été testé ou qu'on nous a un vaccin qui l'a reçu. » C'est-à-dire qu'il veut associer au vaccin une numérisation. Ça, c'est très clair, il le dit, pas de problème. Ensuite, il est associé, Bill Gates, Microsoft, à Alliance, qui est un gros
MOL. Et puis il y a 2020 ID. ID, c'est Identité Digitale 2020. C'est énorme, énorme, énorme. C'est des boîtes du privé et du public et qui sont associées, bien entendu, avec la Gavi, l'Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination. Et bien entendu, à l'OMS. Donc, si vous voulez, c'est un consortium absolument hallucinant qui a testé au Bangladesh, c'est partout, en 2019, avec un groupe de chercheurs du Massachusetts Institute of Technology, une étude sur l'identification électronique qui utilise la vaccination généralisée comme plateforme pour l'identité numérique. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous êtes vacciné, automatiquement, il y a un carnet numérique. Alors, ce carnet numérique, c'est un peu comme une carte à puce. Mais cette carte à puce, si vous la mettez à l'hôpital, tout le monde va avoir accès à vos données personnelles. Donc si vous voulez, il y a une numérisation. Bon, il y a une numérisation qui fait que quelque part, quand vous allez être vacciné, ça va être associé. C'est quand même un début de traçage. Alors le bouquet final, la cerise sur le gâteau, c'est que c'est Kevin McHugh, professeur en bioingénierie à Rice, avec une équipe du Massachusetts Institute aussi, ont développé ce qu'on appelle des balises à points quantiples. Alors les balises à points quantiples, vous allez avoir la photo, c'est-à-dire que grosso modo, c'est tout bête, vous avez des aiguilles qui vont être, comme dans un vaccin, plantées au niveau de l'épiderme et du derme, qui vont se dissoudre très rapidement au bout d'un certain temps, ça au bout de 2 minutes, hein, et qui vont laisser une balise à base de cuivre, si vous voulez, qui est l'équivalent informatif personnalisé d'un code barre. C'est-à-dire que là, on sait, c'est ce que l'on appelle des nanoparticules toutes petites de l'ordre du micron, qui vont rester et qui vont être là. Donc si vous voulez, à ce moment-là, on n'a plus besoin des 900 millions à la limite, de 900 millions de caméras avec reconnaissance faciale, puisque quelque part le code barre, on l'a à l'intérieur de nous. Alors, tout ce que je vous dis, c'est que là, on n'est pas loin de Big Brother de 1884 de George Orwell, c'est-à-dire que quelque part, il n'est pas question de savoir si on est contre ou pour la vaccination, il est question de savoir que quand on regarde les vaccinations, soit on va vous donner, si vous voulez, la possibilité d'avoir un vaccin et d'avoir en même temps un certificat biométrique qui va vous repérer partout, extracorporel ou intracorporel. Et là, c'est des choses qui sont de 2019. Et quand vous voyez les consortiums, c'est très emmerdant. Donc, je résume, au niveau des vaccins, il n'est pas question de savoir si on est pour ou contre, ça c'est un choix personnel, mais la numérisation va arriver au niveau des vaccins, ça c'est très clair, c'est très net, soit par des données externes, soit des données internes. Et là, je trouve que, si vous voulez, ça fait réfléchir. Et là, par rapport à ces 3 choses dont je viens de vous parler, qui sont tout simplement ce que j'ai dit au début, par rapport au schéma, il faut être capable de prendre du recul, par rapport au passé, il faut savoir se souvenir et relativiser, et par rapport aux nouvelles technologiques qui vont dériver vers un traçage, on a le droit de refuser aussi un pseudo-nanopuçage qui quelque permettrait de nous tracer. Donc si vous voulez, ce que j'essaye de faire prendre conscience, c'est que je n'ai pas critiqué les journalistes, mais je vois les choses différemment, je relativise. Il y a toujours le danger qu'il lui soit associé quelque chose dont on n'est pas vraiment au courant. Et moi, je vous transmets les dernières découvertes, les derniers travaux, qui sont quand même intéressants et qui, à mon avis, doivent majorer votre esprit critique pour qu'on ne vous associe pas des choses sans vous le dire. Donc ce programme de dépistage systématique par biomarqueur porte le nom d'ID 2020. Quand vous demandez à votre moteur de recherche, vous tombez sur ceci. Donc ID 2020, que l'OMS, oui je sais, alors l'OMS, le président élu, on va dire, avec l'aide des Chinois et qui a tardé un peu à réagir pour le moins sur ce problème de corona, bénéficie, donc ce programme ID 2020 bénéficie tout simplement d'un site officiel. Donc pour les vaccins, ils n'auront pas besoin de l'imposer, ils n'auront pas besoin de passer par l'autoritarisme ou la loi, tout le monde en demandera pour être protégé par le Covid. C'est tellement évident que l'OMS n'aura juste qu'à faire le job de commercial, on va dire, et puis ça déroulera tout seul. D'autant plus que le Covid aura préparé le terrain en imposant
en imposant, oui, c'est le mot, je pense, de par les ravages économiques qui vont suivre, il a déjà imposé la peur et ensuite il va imposer l'obligation. Vous savez aussi bien que moi maintenant que lorsqu'on commence par vous dire que le but n'est pas de vous escroquer, c'est que le pigeon, c'est vous. Là, des pigeons, il y en a 1,1 billion. Les partenaires de l'Alliance partagent la conviction que l'identité est un droit humain et que les individus doivent être propriétaires de leur identité. Alors, on va être propriétaire de notre identité, mais on va quand même la confier à cette espèce d'organisme. Encore une fois, rien n'est caché, puisque ce que je vous lis, vous le trouvez sur le site, c'est bien d'identification numérique de la totalité de l'humanité dont on parle quand même ici. On verra par ailleurs pourquoi cette protection numérique est tout simplement impossible, et notamment aux États-Unis. En janvier 2019, donc l'Alliance, cette organisation pour gérer l'identification numérique de 2020, bon, c'est un truc où mon petit-fils, tu ne seras pas invité à l'Assemblée Générale ni au dîner de gala, mais en revanche, eux le sont. Donc voici les partenaires de ce qu'on appelle l'Alliance. Vous voyez qu'on y voit par exemple Gavi qui fabrique des médicaments, la Fondation Rockefeller, une des plus grosses fortunes du monde, voire un des moteurs de la mondialisation, Microsoft, et on verra après quel rôle joue Microsoft, et puis d'autres organisations. Là aussi, les choses sont claires. Évidemment, ce sont des entreprises privées qui, grâce à cette labellisation, fabriquons les vaccins traceurs avec l'OMS et l'Alliance, donc comme services commerciaux, auxquels se joindront les États par la mise en œuvre de mesures restrictives. On ne vous obligera probablement pas à vous faire vacciner et ainsi marquer. Si vous ne l'êtes pas, vous ne pourrez tout simplement pas rentrer dans la fonction publique, au cinéma, dans les restaurants, dans les aéroports, dans les gares. En gros, vous serez un exclu du système. Donc, ça c'est une chose à l'échelle mondiale, mais la France, en tant que bonne élève de cette mondialisation, on va dire, la France est allée encore plus loin, donc, avec le projet qui n'est plus au stade de projet d'ailleurs, mais de réalisation, qui s'appelle le Health Data Hub. Donc, les données partagées sont directement identifiantes et leur accès est réglementé, paraît-il. Alors, non identifiante, ça signifie quoi? Eh bien, probablement que vos noms, prénoms, numéros de sécurité sociale ont été effectivement enlevés de ces données. Mais à mon avis, quand vous demandez à une intelligence artificielle, qui plus est, qui a été développée pour, de croiser les données, pour savoir qui s'est cassé la jambe gauche, le tibia gauche le 14 juillet, qui a passé un scanner dans tel hôpital à telle date, il est évident que le logiciel ne devrait pas mettre longtemps à vous identifier et à vous loger. Ensuite, on peut imaginer qu'encore une fois, avec des mesures de précaution, soi-disant, on ne couplera pas ça à des fichiers téléphoniques, des cartes bancaires, de la reconnaissance faciale qui va être la suite de tout ce qu'on appelle les smart cities. Et donc, vous trouvez également tout ça. Tout est affiché sur le site officiel mis en place par le CRS et site mis en place avant l'autorisation préalable de la CNIL. La CNIL, elle est là pour faire bien, et de toute façon, une fois que c'est mis en place, c'est mis en place. Mais au-delà de ça, il y a un bug beaucoup plus gros à avaler, bien qu'il finira par passer comme les autres, comme une lettre à la poste, c'est le choix de l'hébergeur, donc de toute cette base de données. Donc, le journal Marianne titrait « Microsoft prestataire du Health Data Hub, un choix d'opportunité pour aller plus vite ». La section du cloud Azure, donc de Microsoft, c'est l'organisme, la filiale de Microsoft qui gère l'hébergement Internet, comme prestataire d'hébergement, n'est pas idéal, mais correspond à un choix d'opportunité afin d'aller plus vite dans le développement de la plateforme, a indiqué la directrice du Hub, Stéphanie Combe, à TIC Santé. Alors, les principaux reproches qui sont faits à cette entreprise américaine, présentant un risque de sécurité et de captivité numérique, comme le disent bien les autorités, c'est tout simplement que cette société américaine, comme d'autres, comme les autres, est soumise à une loi américaine qui s'appelle le Cloud Act, loi qui permet à la justice américaine de donner
accès à toutes les données, même celles qui sont situées sur des serveurs à l'étranger. Donc on est face à deux problèmes majeurs. À l'heure où on parle de souveraineté stratégique, après avoir pris conscience que l'incapacité de la France, mais également de l'Europe, de faire ses propres médicaments, on livre là consciemment la totalité des données de santé des 67 millions de Français à une entreprise américaine et donc par défaut au service de renseignement américain et donc à leur industrie. Je vous rappelle que depuis les années, on va dire 2000, 50% des moyens de renseignement américains ont été réorientés par Bill Clinton sur l'intelligence économique ou la guerre économique, on appelle ça comme on veut selon le milieu dans lequel on s'exprime. Une excellente enquête de Lionel Astruc démontre le mécanisme financier qui est particulièrement fin, voire pervers de la fondation de Bill et Melinda Gates, qui démontre que plus ils donnent d'argent et plus ils en gagnent, et cet argent que la fondation investit n'est que la partie des dividendes générés par le trust de Bill Gates et de son épouse, ce qui d'ailleurs lui a valu à ce brave homme la remise de la Légion d'honneur par le président Hollande, remise auquel tout le gratin parisien et mondialiste assistait. Donc voilà comment fonctionne notre Health Data Hub. Mode d'emploi, donc il y a les données des patients qui rentrent d'un côté, tout ça, ça va sur une base de données avec ce qu'on appelle des big data, l'hébergeur c'est Microsoft, et puis derrière peuvent venir puiser dans ces données les chercheurs, mais également les entreprises pour des projets de recherche, prédire des crises d'insuffisance cardiaque, et ainsi de suite. Donc il y a eu un très bon papier, et encore une fois, vous retrouverez tout sur la version papier qui fait quand même 23 pages, tout est documenté, tout est référencé, sur le Café du Commerce de la 25e heure du site Zenlist. Donc, je vous lis un peu ce qui est dit dans le papier de Lacroix par Frédéric Schneider. 18 projets ont déjà obtenu l'agrémentation, et parmi eux, on trouve par exemple ARAC, porté par Malakoff Médéric, et qui vise, je cite, à mieux mesurer et comprendre le reste à charge réel des patients en croisant les informations de l'assurance maladie et celles des mutuelles. Tiens donc un assureur et qui parle de reste à charge en plus. Alors, comment faire pour remplir cette base de données? Eh bien, tout simplement, pour aller plus vite, on va collecter les données là où elles se trouvent, c'est-à-dire chez les médecins, et pour les inciter, on va les rémunérer. Donc 55 € le signalement d'un patient, on dit le signalement, on ne dit pas qu'il dénonce, ça c'était à une autre époque. Donc 55 € pour le signalement d'un patient atteint du Covid, plus 2 € si on met le nom, le prénom et la date de naissance, et 4 € le contact et le numéro de sécu. Donc voici ce qu'en pense un médecin. Je vous laisse encore une fois 2-3 minutes de vidéo. Bonjour à toutes et à tous. J'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui pour vous alerter contre 3 violations du secret médical qui est en train d'organiser sciemment le gouvernement. La première, c'est qu'il nous demande de faire remonter tous les cas positifs, mais ça existe déjà dans le cadre des maladies à déclaration obligatoire. Mais en plus, il nous demande de recenser toutes les personnes qui vivent avec vous et tous les cas contacts avec leurs coordonnées et leur adresse pour le faire remonter à l'assurance maladie afin qu'il leur envoie une brigade sanitaire. Je suis médecin, je suis pas flic, d'accord? On nous demande contre quelques euros de vous fliquer. C'est hors de question que je viole le secret médical et votre confiance contre quelques euros. Et je sais que beaucoup de mes confrères sont dans le même état que moi, absolument ulcérés, qu'on leur demande de transgresser l'éthique la plus élémentaire. Voilà la première chose. La deuxième, il y a un projet de loi qui est en train d'être examiné aujourd'hui, où ils sont en train de créer de nouveaux systèmes d'information des données de santé, et où on va avoir des nouveaux systèmes qui sont sans votre consentement. C'est-à-dire que vous n'aurez plus votre mot à dire sur où vont vos données de santé. Soit disant que c'est pour la crise Covid, soit disant que c'est dans le cadre de l'urgence sanitaire et qu'ils ne pourront pas les garder plus d'1 an. Mais on sait ce que ça donne avec l'état d'urgence contre le terrorisme. C'est reconduit 6 fois jusqu'à ce que ça soit rentré dans la loi organique.
Donc là, c'est pareil. Ils sont en train de prendre vos données de santé et d'en faire ce qu'ils veulent sans même que vous puissiez avoir votre mot à dire et ce sera écrit dans la loi. Et la troisième chose, c'est qu'ils sont en train de déployer une plateforme nationale de partage des données de santé qui s'appelle le Health Data Hub. Et qui est propriétaire de ces données? Les serveurs de Microsoft. On est en train de forcer tous les hôpitaux, bientôt les pharmacies, les dossiers médicaux partagés, tout va se retrouver sur les serveurs de Microsoft. Si vous trouvez ça normal, moi non. Donc j'espère que vous allez partager en masse cette vidéo parce qu'il faut que tout le monde sache ce qu'ils sont en train de faire, c'est vos données de santé, c'est votre vie. Parce que derrière, les assurances, elles vont monter leur prix, les banques aussi vont refuser de vous faire les prêts, c'est ça qui est en jeu. C'est tout ça, les employeurs qui vont refuser de vous reconduire vos contrats parce qu'ils savent que vous êtes malade, etc., etc. Donc soyez vigilants, partagez s'il vous plaît, partagez. Bonne journée à tous. Donc, devant tant d'évidence, j'ai quand même du mal à opter pour autre chose que de la manipulation de l'inconscient collectif par le conscient de certains. J'appellerais ça l'instrumentalisation des peurs naturelles et irrationnelles forcément. Je ne peux pas m'empêcher de comparer avec l'état d'urgence qui a suivi la période des attentats terroristes à Paris, où tout le monde était Charlie et où tout le monde applaudissait nos policiers avant de leur cracher dessus, et période qui a donné lieu à la mise en place de lois d'exception, justifiées sur le moment, mais dont certaines ont subrepticement été introduites dans le droit commun. Je prends par exemple l'article 13 de la loi de programmation militaire. Alors, vous me direz, quel rapport entre la loi de programmation militaire, dont la finalité est de décider si la France mettait enfin 2% de son PIB dans sa défense, et puis de faire les arbitrages entre on achète des Rafales ou on achète des chars Leclerc, et ainsi de suite. Eh bien, l'article 13, là où peu de gens iraient regarder, parce que la loi de programmation militaire, c'est quand même pas un livre de chevet, eh bien, elle autorise l'extension d'un article qui s'appelait L246, c'est-à-dire sur les interceptions électroniques et les écoutes. Elle autorise à accéder aux informations ou documents traités et conservés par le réseau, au service de communication électronique. Elle interdit cet accès au ministère de la Défense, on peut comprendre, au ministère de l'Intérieur, on peut comprendre, et au ministère des Finances, c'est nouveau, on peut comprendre, puisque c'est fait pour lutter contre le blanchiment d'argent et ainsi de suite. Et éventuellement, ça permet de savoir si vous avez bien déclaré la semaine de location de votre appartement via Airbnb et compagnie. Et donc, ce qu'enregistrent ces services, ce sont ce qu'on appelle les métadonnées, c'est-à-dire la date, l'heure, le numéro que vous avez appelé, le lieu, tout ça c'est stocké et puis c'est malaxé pour être coupé a posteriori. Généralement, les communications phoniques, c'est-à-dire la parole, n'est pas enregistrée, mais avec toutes ces données, vous faites déjà bien des choses. Alors, mais surtout, la différence qui a été apportée par cet article 13 de la loi de programmation militaire, c'est que dorénavant, ça peut se faire sans l'autorisation du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention quand c'en est au stade de l'enquête préliminaire. Donc globalement, il y a une espèce de commission ad hoc, nommée évidemment de façon complaisante. Là non plus, mon cher petit prince, tu ne feras pas partie de cette commission. Et donc, continue puisque ce 7 juillet 2020, là, maintenant, Matignon vient d'autoriser un nouveau projet de loi sur la lutte contre le terrorisme et le renseignement traitant de l'élargissement des capacités de surveillance des algorithmes. Et donc les ingénieurs de la DGSE sous le patronage de la DGSI, sous l'égide de la DGSI, sont en train d'élargir le spectre et la puissance de calcul des algorithmes. Donc à ce stade de ce qui pourrait paraître comme des attaques virulentes, entendons-nous bien, je ne suis ni contre les vaccins qui, depuis Pasteur, ont sauvé des millions et des millions d'enfants. Je ne suis ni contre forcément les mesures de surveillance du terrorisme, parce que c'est un mal, c'est le mal en puissance.
Juste comme ça, pour information, en ce moment, nos soldats qui sont engagés au Mali se font attaquer par des enfants soldats qui ont 14 à 16 ans et qui foncent dessus à la Kalachnikov, voire avec des ceintures explosives. Donc, je ne suis pas contre cette nécessité absolue de lutter contre le mal aussi sournois que le Covid ou que le terrorisme islamiste, mais je me contente de constater qu'à chaque crise, on en sort avec des mesures un peu plus restrictives et un peu plus liberticides, que ce soit pour prendre l'avion, que ce soit éventuellement avec des confinements et autres. C'est pas une critique, c'est un fait, il faudra vivre avec, il faudra faire avec. Alors, concernant cette application numérique, IDEE 2020, j'ai entendu le commissaire européen Thierry Breton nous expliquer que cela concernait uniquement les volontaires, que les données sont agrégées, qu'aucun service de police, justice ou commercial, ni assurance n'aura accès à ces données. Sauf qu'en même temps, l'opérateur Orange nous dit, voilà, la preuve, la géolocalisation des téléphones confirme l'exode des Parisiens. Environ 17% des habitants du Grand Paris ont quitté la région pendant la semaine où ont été annoncées les mesures de confinement, selon les données anonymes récoltées par l'opérateur Orange et transmises notamment aux autorités sanitaires. Donc on peut se demander quelle est l'étanchéité réelle. Alors tout ceci fait le bonheur forcément des mondialistes qui sont aux manettes et qui pilotent nos hologrammes de dirigeants puisqu'ils ont été mis en place pour plus de mondialisation et plus de totalitarisme. Là-dessus, faut pas vous leurrer, et dans la version papier, je vous explique comment d'ailleurs, quand ils sortent des clous, ils se font remettre en ordre, ils se font remettre sur le droit chemin par ceux qu'ils appellent les grands donateurs. Alors évidemment, ils répondirent au bon peuple, mais pour régler un problème mondial, il faut un gouvernement mondial. Mais interrogea mon petit prince, la mondialisation n'est-elle pas la cause du problème? Si, justement, répondit Jacques Attali, mais c'est parce qu'elle n'a pas été poussée suffisamment loin. Regarde les Gilets jaunes, ils réclamaient de l'horizontalité dans l'application du pouvoir. Alors que Nietzsche y voyait plutôt « je souffre, donc quelqu'un doit être coupable », ou responsable du moins. Eh bien, pendant la période du Covid, c'est la verticalité que le peuple demandait au gouvernement. C'est de lui qu'il attendait les réponses toutes faites, même si les réponses, elles sont venues forcément des gens qui avaient les mains dans le cambouis, les soignants, les commerçants, tous ceux qui ont géré les problématiques et pas forcément les agences régionales de santé et tout leur environnement. Donc, en conclusion, en démocratie, il est plus facile de gouverner le peuple en état de crise que par temps calme, où là, il y a des soubresauts. En temps de crise, le peuple est plus docile et demande l'autorité d'un chef, aimé ou pas. L'ennemi, par définition, qu'il soit créé, comme savent si bien le faire les Américains, ou qu'il soit arrivé par hasard, même si je ne crois pas au hasard, je ne dis pas que le Covid a été quelque chose de voulu, je dis que c'est la cause de la déforestation et ainsi de suite, on a déjà évoqué le sujet. Mais l'ennemi soude les peuples autour des dirigeants et les détourne des problèmes internes. Est-ce que vous avez entendu parler de beaucoup d'autres choses qui se passent dans le monde en dehors du Covid en ce moment? Donc, autre artiseur et fondateur du nouvel ordre mondial, Henry Kissinger l'avait bien compris, quand on a peur de l'ennemi, qu'on ne comprend pas, on va renoncer à tous ses droits. C'est bien ce que nous sommes en train de faire en ce moment. Le virus est quelque chose de complexe, de sournois, de furtif, un peu comme le terrorisme, difficile à appréhender, et donc, face à ces peurs, on abandonne certaines de nos libertés. François Mitterrand aussi, après les attentats de la rue Marbeuf et de la rue des Rosiers en 82, à une autre époque, avait mis en place la cellule élyséenne via le GIGN et le groupe spécial de protection du président de la République, en établissant des écoutes de masse avec les fameux onzons, et tout ça à des fins personnelles et surtout de politique intérieure. Alors malheureusement, comme dans la célèbre phrase de Churchill, en concluant « Vous aurez la guerre et le déshonneur », Benjamin Franklin, ex-président américain, prévenait également « Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre et finit par perdre les deux ».
Regarde mon petit, ce qu'un éclairé a publié à juste titre sur Facebook en traduisant dans la pratique. Et pendant ce temps-là, avant que le Conseil constitutionnel n'en interdise l'usage des images, le ministère de l'Intérieur a acheté pour 4 millions d'euros de mini-drones, après avoir fait le plein de lanceurs de balles de défense et de lacrymogènes, en redoutant probablement un déconfinement insurrectionnel et des émeutes de la faim, comme je l'avais titré dans une vidéo précédente. Et on peut se dire que cette peur qui reste, en raison d'une ce qu'on appelle d'une deuxième vague ou d'une recrudescence du virus, cette deuxième vague, on va dire que quelque part, elle pourrait être arrangeante pour éviter que les rues redeviennent jaunes. Et en parlant du jaune, pendant ce temps, les Gilets jaunes et leurs soutiens qui réclamaient plus de démocratie participative et autres référendums d'initiative citoyenne ont paradoxalement, alors je ne parle pas du premier tour des élections municipales qui était une enfumade sans nom, mais ils ont choisi l'abstention qui est le premier des vainqueurs. On nous dit qu'il y a une vague verte, mais il y a avant tout une vague d'abstention aux élections municipales qui sont pourtant les élections les plus proches. Toujours dans la montée des totalitarismes, et je ne parle pas que du totalitarisme d'État, parce qu'il n'est pas le seul, je pense qu'on vient de franchir une nouvelle étape qui représente pour moi le summum de l'art de la manipulation des masses par l'utilisation des idiots utiles, mais qui est aussi le symbole de l'aboutissement de ce processus et de ce basculement vers des totalitarismes. Ainsi, l'élan du mouvement mondial généré par la mort honteuse, et là-dessus, il n'y a pas de compromis à avoir, aux États-Unis de George Floyd, meurtre que certains activistes plutôt gauchisants quand même, il faut le reconnaître, ont stratégiquement décidé d'instrumentaliser au profit de leur cause, bien que totalement décorrélée du sujet initial. Donc cette manipulation va de pair avec la fameuse Convention citoyenne pour le climat, conséquence des Gilets jaunes, donc les Gilets jaunes réclamant plus de démocratie participative, eh bien, on leur a donné une Convention citoyenne. Je vous explique en long, en large et en travers pourquoi cette Convention citoyenne, pilotée par des instances pour le moins qui permettent d'émettre des doutes sur le côté démocratique, tant de par la nature des gens qui sont venus leur expliquer qu'est-ce qu'était l'écologie, que par la présidence fortement orientée. Et donc, je dirais à mon petit prince, à qui je raconte cette histoire, rappelle-toi que déjà en 1831, Alexis de Tocqueville, dans son analyse du système politique américain, avertissait sur les possibles dérives liberticides de la passion de l'égalité chez l'homme. On a cette vision, cette utopie que tout le monde doit être égal. On ne cherche pas à faire un système équitable, on cherche à faire un système égalitaire, et donc forcément, ça débouche sur du totalitarisme et des mesures liberticides. Donc voici un peu la représentation que je me fais du fonctionnement de la France, et au bilan, si 72% des Suédois, 65% des Allemands, mais seulement 41% des Français sont satisfaits de la manière dont fonctionne la démocratie dans leur pays, c'est pas le fruit du hasard. Mais, après tout, mon petit prince, ne peut-on pas dire que l'on a les gouvernants et le système politique que l'on mérite? Je pense que pour les abstentionnistes du second tour, c'est à méditer. Mais vois-tu, mon petit, là, je viens de développer le totalitarisme que ma génération post-68arde a laissé s'installer par fainéantise intellectuelle, confort matériel, entre les années, on va dire, 60 et la chute du mur de Berlin, les années de liberté et de prospérité que nous avons connues, et de liberté à tout va. On a cramé la chandelle par les deux bouts, que ce soit la dette, que ce soit la liberté poussée à son extrême, et ça à la suite des 30 Glorieuses où on vendait tout ce qu'on voulait. Mais celui que nous te laissons, ce monde que nous te laissons, est encore plus sournois et possède des moyens et des capacités d'aliénation puissante 10.
ces pouvoirs sont entre les mains de ce qu'on appelle les GAFAM, c'est-à-dire Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Depuis le début de l'année, Amazon a vu son chiffre d'affaires progresser de 30% et son dirigeant Jeff Bezos, malgré une perte de 9 milliards de dollars, c'est quand même pas rien, en raison d'un divorce coûteux, reste l'homme le plus riche du monde, avec 143 milliards de dollars en progression de 19%. En un an, ces 143 milliards sont à mettre en face des 205 milliards que la France va emprunter en 2020, et ça simplement pour vivre. Alors, Jeff Bezos est placé devant Microsoft avec que 106 milliards, Mark Zuckerberg, Facebook, 78 milliards, tous collaborant plus ou moins avec les autorités gouvernementales de leur pays sur des projets de pistage et de mise sur écoute et de surveillance. Maintenant, vous et toi, mon petit-fils, vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas. À vous de faire la part des choses, à vous de vous faire votre opinion et de décider. À la fin de sa vie, un homme est la somme de ses décisions et de ses actes. Pour ma part, j'aurais humblement ici apporté une petite pièce à la conscience collective, peut-être à la connaissance de certains. Alors, avant la brillante et simple explication de Gabrielle Rabhi, qui elle aussi pourrait expliquer aux futurs révolutionnaires qu'il ne s'agit pas de demander un référendum d'initiative citoyenne pour que les choses changent, parce que comme à chaque élection, selon la façon dont c'est présenté, la date et ainsi de suite, élection piège à con, ça marche toujours, mais si j'étais eux, c'est bien une 6e république que je demanderais, afin que le peuple qui a prétendument conquis le pouvoir et le droit de faire les lois récupère ces pouvoirs qu'on a confiés à des élus qui en abusent quasiment au quotidien, pas tous. Hein. Le maire de mon village n'abuse pas des pouvoirs, le pauvre il fait au mieux avec ce qu'il a pour faire en sorte que le vivre ensemble ait encore un peu de sens. Et donc, il y a un modèle tout simple à aller copier qui est juste à côté, le modèle suisse, avec leur célèbre votation à chacun des 3 niveaux administratifs, donc 3 niveaux administratifs, pas un millefeuille, et puis des votations à chaque niveau pour demander au peuple son avis. L'avantage, c'est que quand vous allez dans les bistrots le lundi, vous entendez dire « moi j'ai voté contre, mais c'est la majorité qui l'a remporté ». Dossier suivant, on passe à autre chose. Bilan, eh bien, peu de grève, peu de prud'homme, puisque le peuple est souverain, alors que chez nous, 9 lois sur 10 sont écrites par des hauts fonctionnaires, ce qu'on appelle le deep state, l'état profond, l'administration, donc des gens qui ne sont pas élus, qui rédigent les lois et qui sont votés à l'Assemblée par une Assemblée godillot. Donc pour conclure, il y avait un monde avant le sida et un monde après le sida, il y avait un monde avant les attentats terroristes et il y a un monde après, eh bien, il y aura un monde d'avant le Covid et un monde d'après le Covid, ce qui est devenu une expression. Tous ont un point commun, qui est, je dirais, un ennemi insaisissable, diffus, qui s'impose, qui impose les règles du combat, et un combat typiquement asymétrique. Le terrorisme, c'est pas nous qui avons, on n'a fait que réagir et subir, et on n'a pas... C'est pas nous qui avons décidé ni du lieu, ni du moment, ni de la façon, mais généralement, on sort de toutes ces crises avec moins de liberté, plus de contraintes. Par contre, cette crise, celle du Covid, pour autant que ce soit une crise, ou qu'on puisse l'appeler comme ça, elle a la particularité, pour la première fois à ma connaissance, de faire en sorte que la totalité de la population mondiale regarde dans le même sens et avec à la même problématique. Probablement, avant de revenir chacun à ses préoccupations et d'essayer d'en tirer un avantage stratégique dans un monde pour le moins fragmenté. Et justement, parce que paradoxalement, totalitarisme et mondialisation font bon ménage, ce sera le thème de la prochaine vidéo qui clôturera ce cycle de la première période Covid, en espérant qu'il n'y en ait pas d'autres, mais
Encore une fois, il y a une vidéo là-dessus où je pense qu'on n'échappera pas à une deuxième vague, qu'on gérera peut-être mieux. Mais je viens d'apercevoir, mon petit prince, que tu dors déjà. Alors bonne nuit, dommage, car j'aurais voulu te mettre en garde par un moyen simple pour t'avertir sur les risques de totalitarisme, qui sont moyens qui est généralement la terminologie des mots totalitarisme, intégrisme, écologisme, terrorisme, salafisme, islamisme. Et pour les grands, puisque maintenant mon petit prince s'est endormi, je vous rappelle simplement que le livre blanc de la défense, donc ce n'est pas quelque chose de très vieux, le dernier livre blanc de la défense désignait entre autres le terrorisme et une pandémie comme les deux premiers risques. Or, qu'avons-nous fait face à ces avertissements, mais qui étaient nombreux? Les virologues nous avertissaient depuis longtemps. Eh bien, rien, ou pas grand-chose, en tout cas en anticipation, et pas assez. Je reviens sur le livre du professeur Christian Perrogne. Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise? Covid-19, l'union sacrée de l'incompétence et de l'arrogance. Donc, et contre la deuxième vague potentielle, cette deuxième vague potentielle du Covid, eh bien, on ne fait pas grand-chose, si ce n'est rien de plus, et ce pour des raisons où le dogmatisme, encore un isme, prévaut. Ainsi laisse-t-on nos frontières ouvertes, parce que c'est idéologiquement inconcevable pour nos mondialistes de fermer les frontières, et notamment celles avec les pays du Maghreb, où en cette période il y a des flux importants entre les deux continents, alors que les médecins nous annoncent déjà qu'il y a un nombre important de cas de Covid importés. Encore une fois, l'idéologie est mortelle. Donc, concernant la notion de démocratie, je vous invite, pour les grands qui, eux, ne dorment pas encore non plus, je vous invite à rester 11 minutes de plus, je vous assure que ça vaut vraiment le coup, pour écouter Gabriel Rabhi, qui va répondre simplement mais précisément avec une animation qui est basique, mais qui est d'une profondeur et d'une justesse, qui va répondre à la question « Sommes-nous en démocratie ?» Pour ma part, j'avais publié 2 papiers que je vous ai déjà cités, que vous retrouverez sur le Café du Commerce de la 25e heure du site Zennis, encore une fois. Et derrière, mais ça ne sera pas inclus dans la vidéo, vous pouvez aller voir une autre de ces vidéos, l'impossible révolte des peuples d'Occident, où les apprentis révolutionnaires et autres gilets jaunes trouveront des conseils et surtout des bonnes idées entre les minutes 4,50 et 5,30. Donc, merci aux autres. À bientôt sur nos lignes. Continuez de sortir masqués et les yeux grands ouverts en prenant du recul nécessaire parce que la manipulation généralisée, c'est une vague quasiment équivalente à celle du Covid. Vous trouverez donc toutes les références sur le blog. Prenez soin de vous. Personne, même pas le gouvernement, le fera à votre place. Portez-vous bien et à bientôt pour la mondialisation, cette impossible mondialisation heureuse. Au revoir et merci. Démocratie veut dire le pouvoir au peuple. En grec, démos c'est le peuple et kratos c'est le pouvoir. Dans un état de droit, celui qui établit les lois a le pouvoir. En démocratie, c'est le peuple qui écrit et vote les lois. Une aristocratie, c'est le pouvoir au meilleur. En grec, aristos, c'est le meilleur, et kratos, c'est le pouvoir. En aristocratie, ce sont les meilleurs qui ont le pouvoir et établissent les lois. Une oligarchie, c'est le pouvoir à un petit nombre. Oligos, c'est un petit nombre. En oligarchie, c'est un petit nombre qui a le pouvoir. En France, nous sommes sous un régime dénommé gouvernement représentatif. Tous les 5 ans, on demande au peuple d'élire ses représentants parmi un groupe d'hommes politiques, dénommé classe politique. Les représentants écrivent et votent les lois, pas le peuple. Nous sommes donc dans une oligarchie. Historiquement, le terme de démocratie pour désigner le gouvernement représentatif a été employé dans les années 1830 pour tromper l'opinion publique et faire croire au peuple qu'il a le pouvoir.
ce mensonge perdure encore de nos jours. Si nous étions en démocratie, nous voterions nous-mêmes les lois, par des votations ou des référendums, et nous pourrions aussi en écrire, en proposer. En France, les représentants du peuple sont des politiciens de carrière, pour beaucoup fonctionnaires et issus de classes supérieures, âgés de 60 ans en moyenne. Ils ne sont en rien représentatifs du peuple français. Une fois les représentants élus parmi l'oligarchie de la classe politique, les électeurs n'ont aucun contrôle sur la politique menée et la législation établie. Les représentants votent selon leurs opinions, leurs intérêts, leur complicité ou leur carrière politique. Ils sont la cible de groupes d'intérêts qui influencent leur vote. Les textes de loi sont dans 9 cas sur 10 rédigés par de hauts fonctionnaires non élus. Donner le pouvoir à un groupe d'hommes issus d'une oligarchie, ce n'est pas avoir le pouvoir, c'est désigner ses maîtres. Les partis politiques, apparus dans les années 1840, étaient un moyen de canaliser l'insatisfaction des électeurs dans des oppositions et des conflits sans conséquences. Car si les lois étaient votées par le peuple, ce qui définit la démocratie, il n'y aurait pas de manifestations, pas de grèves, pas de mécontentement ou de troubles sociaux. Le peuple serait souverain. Durant la Révolution, les riches avaient bien plus à perdre que les pauvres. Voltaire, figure emblématique des Lumières, disait ceci. Un pays bien organisé est celui où le petit nombre fait travailler le grand nombre, est nourri par lui, et le gouverne. Si le pouvoir était donné au peuple, il aurait défendu ses intérêts propres au détriment de la minorité des riches, des notables et des banquiers. Aujourd'hui encore, le citoyen n'est qu'un électeur, un emprunteur et un consommateur. Il est informé par des médias inféodés aux grands groupes financiers et industriels dont ils sont pour la plupart la propriété. Le vote des lois par les citoyens, le référendum d'initiative populaire, ou la mise en place d'un parlement tiré au sort dans la population comme le sont les jurys populaires, qui sont des évolutions démocratiques élémentaires, sont systématiquement dénigrés dans les médias. L'Union européenne est une organisation soutenue à l'origine par les élites américaines pour éviter l'apparition d'une puissance concurrente en Europe de l'Ouest. Elle est néolibérale et structurellement antidémocratique. Si les peuples européens écrivaient et votaient eux-mêmes les lois de l'Union, Bruxelles ne serait pas la seconde place de lobbying après Washington. L'Union européenne est le royaume de Goldman Sachs et de la haute finance, dont les hommes se retrouvent à la tête de nombreuses institutions et même de certains États. Et nombreuses sont les carrières politiques se prolongeant dans le privé, au service des lobbies ou dans les grandes entreprises. Ce que nous appelons des euros, ce qui est sur notre compte en banque, ce ne sont pas des euros, mais une dette en euros. Ce que nous appelons crédit, prêt ou emprunt, ce n'est qu'une création de monnaie temporaire. Ce que nous appelons démocratie n'est pas une démocratie, mais une oligarchie. Ce que nous appelons un citoyen n'est rien d'autre qu'un électeur. Ces manipulations du langage empêchent les intellectuels, les politiciens, les journalistes et les électeurs de penser le monde. Elles dissimulent avec habileté le pouvoir sans égal des corporations, de la finance et du secteur bancaire.